Bonsoir, herzlich willkommen hier im Centre. Ich bin die Frau Rancois, die Direktorin. Ich freue mich sehr, dass wir heute Tiffaine Samayo bei uns begrüßen. Tiffaine Samayo ist Literaturkritikerin, Literaturprofessorin. Sie schreibt eigentlich auch Romane, ist Übersetzerin und ist eine Spezialistin von Roland Barthes. Ihre Biografie von Roland Barthes ist eine Autorität in dem Begriff und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Und für die Übersetzung freue ich mich, dass Melanie Koch-Fröhlich heute Abend die Übersetzung machen wird. Melanie ist Romanistin, ist hier am romanischen Seminar beschäftigt und ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte auch unser Partner, das Frankreich-Zentrum, namentlich Barbara Schmitz, begrüßen. Zu leise. Zu leise, wir müssen näher reden. Ja. Genau, also herzlich willkommen, herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Also das Bürgerfonds ist jetzt nur so im Geiste anwesend, aber ich möchte mich auch beim Bürgerfonds bedanken, der uns unterstützt für die Veranstaltung. Und einen speziellen Gruß haben Professor Gels von der Romanistik. Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Ich denke, bevor wir ins Gespräch gehen, lesen wir ein bisschen vor. Folglich lebte ich allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich reden konnte, bis ich vor 6 Jahren in der Sahara eine Panne hatte. Am Motor war etwas kaputt gegangen. Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere dabei hatte, musste ich die schwierige Reparatur ganz allein in Angriff nehmen. Für mich ging es um Leben und Tod. Mein Trinkwasser würde nur knapp 8 Tage reichen. So schlief ich am ersten Abend auf dem Sand ein, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war noch viel einsamer als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß im Ozean. Ihr könnt euch meine Überraschung also vorstellen, als mich bei Tagesanbruch ein lustiges Stimmchen weckte. Es sagte: Bitte, zeichne mir ein Schaf. Was? Zeichne mir ein Schaf. Ich sprang wie vom Blitz getroffen auf. Ich rieb mir kräftig die Augen, ich sah mich um und da erblickte ich ein ganz außergewöhnliches Männchen, das mich eindringlich musterte. Hier seht ihr das beste Porträt, das ich später von ihm erstellen konnte. Aber meine Zeichnung ist natürlich lange nicht so entzückend wie das Modell. Dafür kann ich nichts. Ich bin ja im Alter von 6 Jahren von den Erwachsenen entmutigt worden, meine Malerkarriere weiter zu verfolgen. Und so konnte ich außer geschlossenen und offenen Riesenschlangen nichts weiter zeichnen. Ich betrachtete diese Erscheinung also mit großen, runden, staunenden Augen. Vergesst nicht, dass ich 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt war. Dennoch schien das Kerlchen sich weder verirrt zu haben, noch zu Tode erschöpft, hungrig, durstig oder verängstigt zu sein. Es wirkte überhaupt nicht wie ein verlorenes Kind mitten in der Wüste, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Als ich endlich wieder sprechen konnte, fragte ich: Aber was machst du denn hier? Daraufhin wiederholte es ganz ruhig, als wäre das eine sehr ernste Angelegenheit. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wenn man zu überrascht ist, wagt man es nicht, sich zu widersetzen. So absurd es mir erschien, 1000 Meilen von jedem bewohnten Ort entfernt und in Todesgefahr, ich holte tatsächlich ein Blatt Papier und eine Füllfeder aus meiner Tasche. Aber dann fiel mir ein, dass ich vor allem Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik gelernt hatte. Und ich sagte dem Männchen, ein wenig missmutig, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete: Das macht nichts, zeichne mir ein Schaf. Comme je n'avais jamais décidé un mouton, je me refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je suis stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné.
Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade, faisons un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Voilà. Ici, on a la scène emblématique de la rencontre entre le narrateur et le Petit Prince. Et c'est une scène qui s'appuie sur une vraie action, une vraie péripétie de la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Il est parti en expédition avec un collègue, il voulait relier Saigon et établir un nouveau record. Et puis, faute d'instruments de navigation, ils se sont écrasés dans le désert avec extrêmement peu de vivres et d'eau, et ils ont vraiment failli mourir de soif et de faim. Donc cet épisode autobiographique, il a été relaté 2 fois par Antoine de Saint-Exupéry, donc dans le livre Terre des Hommes, donc ça c'est plus pour les adultes, ce sont des essais autobiographiques. Et ici, il est à nouveau retravaillé, mais sous une forme complètement différente. Oui, c'est vrai qu'à partir de... La particularité du texte du Petit Prince, c'est qu'il commence en fait comme les autres livres de Saint-Exupéry, à savoir comme un roman d'aventure aéronautique. Et la surprise, c'est qu'à un moment, on bascule dans une autre réalité. Et si on considère que le début du texte est la réitération donc, de cet événement traumatique, de l'accident dans le désert et de la panne de moteur, on peut aussi imaginer le Petit Prince comme le mirage, l'imagination du personnage qui, souffrant du manque d'eau, de l'hallucination créée par la circonstance, imagine toute cette histoire. Mais évidemment, ça n'est pas la seule interprétation, et la force de ce texte, c'est que son ouverture est tout aussi ouverte que sa fin. Voilà, on ne peut jamais décider de la stabilité finalement du sens de cette histoire. Et c'est sans doute ce qui fait qu'elle est encore lue et lue partout. Et donc on bascule à un moment dans la réalité du conte merveilleux. Et la phrase qui crée ce basculement, c'est « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Bitte, zeig mir ein Schaf ». Et c'est comparable à la formule des Mille et une nuits, Sésame, ouvre-toi. On entre dans un autre ordre de réalité, et en tant que lectrice ou lecteur, on doit l'accepter. On rentre dans cette nouvelle réalité. Et qu'elle appartienne finalement à l'esprit, à l'imagination du personnage, ou qu'elle ait réellement lieu devant nous, c'est libre à nous de le décider. Der Text beginnt also mit einer Abenteuerszene, aber dann treten wir sofort auch in eine andere Realität ein. Also der Leser kommt in eine andere Realität. Wenn wir also davon ausgehen dürfen, dass Saint-Exupéry hier eine biografische Szene verarbeitet hat, also von einer Notlandung, die er in der Sahara hatte, dann kann man sich natürlich auch fragen, ist das vielleicht das, was hier erzählt wird? Hat der Erzähler nur eine Art Halluzination? Ist das alles nur frei erfunden? Dieser Auftakt dieser Geschichte ist also sehr offen, und auch das Ende der Erzählung ist sehr offen.
Das heißt, der Sinn letzten Endes ist wandelbar und dieser offene Sinn trägt auch dazu bei, dass das Buch so viel gelesen wird. Und mit diesem Satz, zeichne mir ein Schaf, da wechselt man also von dieser Welt des Abenteuers oder von diesem Abenteuerroman in das Märchenuniversum. Dieser Satz, zeichne mir ein Schaf, ist also wie ein Sesam öffne dich, wie wir es auch aus Tausende und einer Nacht kennen. Das heißt, hier vollzieht sich ein Wandel und dieser Wandel wird auch vom Leser akzeptiert. Une particularité de ce texte, c'est qu'il mélange texte et images. Donc c'est Antoine de Saint-Exupéry qui a fait les images. Il avait rencontré en fait le modèle du Petit Prince plusieurs années auparavant. Il était un peu même obsédé quasiment par ce personnage. Et donc le texte et l'image sont très liés. Et là dans ce chapitre, bien sûr, on a un exemple, je crois, très, très emblématique du livre où le mouton parfait, c'est justement le mouton qu'on ne voit pas, qui est dans la boîte. Donc là aussi, il y a quelque chose d'un peu merveilleux, fantastique dans ce livre qui allie les deux. Là, j'ai envie de rajouter aussi que c'était l'époque où on commençait de plus en plus à avoir des bandes dessinées, des aventures illustrées. Donc Spider-Man, Superman, c'est un peu de cette époque-là. Mais là, on a vraiment une utilisation particulière de cet alliage entre texte et image. Oui, comme vous le dites très bien, le dessin précède le texte. En fait, le texte est une commande faite par l'éditeur américain états-unien de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui est à ce moment-là en exil aux États-Unis. Il a quitté l'Europe en guerre. Il est en exil, il est mélancolique, exactement comme ses personnages. Et il y a une puissance en fait de cette thématique de l'exil dans le texte qui n'est pas à négliger pour aussi comprendre ce qu'il peut avoir à nous dire aujourd'hui également. Et donc le dessin précède le texte et le texte résonne avec le dessin. Et dans une sorte de rapport entre caché, montré, qui est finalement toute la philosophie, je dis bien philosophie, on pourra peut-être y revenir, du livre. C'est-à-dire tout le rapport entre présence, absence, visible, invisible, vie, mort, qui est l'occasion finalement de développer une sorte de métaphysique à hauteur du monde qui est celui du monde moderne en fait. Qui est celui dans lequel vit Saint-Exupéry et qui est peut-être celui dans lequel on vit encore, je ne sais pas, ça c'est sans doute un petit peu discutable. Mais il y a bien autour de cette thématique caché, montré, absent, présent, visible, invisible, la constitution d'une sorte de métaphysique à hauteur d'humain moderne. Il n'y a plus de grandes planètes, de grands dieux, de grands univers, de grands démiurges capables de tout. On est dans quelque chose de plus modeste, plus, je reviendrai là-dessus, à hauteur d'un monde qui ne croit plus tellement dans les principes totalisants, mais qui essaye de remplacer la métaphysique ou la religion par une autre sagesse, mais qui est très proche des précédentes. Was im Text besonders auffällt, ist eben das Verhältnis, das hier zum Ausdruck kommt zwischen Text und Bild. Das steht natürlich auch für das Verhältnis zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, das im Text sehr deutlich ist. Hier entwickelt also der Erzähler eine ganz eigene Philosophie. Die Zeichnung ging dem Text voraus. Der Text, das war eine Bitte der amerikanischen Herausgeber, die an Saint-Exupéry herangetragen wurde. Saint-Exupéry befand sich damals in Exil in den USA und dieser kleine Prinz, das war damals schon eine Figur, die er schon ganz oft gezeichnet hatte, bevor er sie dann eben in einen Text einbaut.
diese Metaphysik, die hier entwickelt wird, diese Dialektik zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren, das ist etwas, eine Philosophie, die auch heute noch, also uns heute immer noch betrifft. Da geht es also nicht um abstrakte, entfernte Gottheit, sondern es ist eine sehr viel kleinere, eine sehr viel bescheidenere Philosophie, die hier entwickelt wird. Pour rebondir là-dessus, donc, on peut se souvenir qu'en 1942, par exemple, c'est la sortie de L'Étranger de Camus. On sent bien qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne veux pas forcément dépeindre Petit Prince et L'Étranger comme des antagonistes ou des partenaires, au contraire, mais quelque chose se passe et les réflexions et les interprétations sur comment faire, comment se débrouiller avec le monde changent de niveau et passent à un niveau moins élevé. Vous parlez d'une petite transcendance. J'aime beaucoup cette façon d'aborder le Petit Prince et puis les réponses qu'il donne à des questions tout à fait compliquées et dramatiques et intimes et que chacun se pose et qui sont là abordées de cette manière-là sous une forme apparemment très simple, mais en réalité très, très efficace. Ce que le Petit Prince nous révèle, je dirais à nous, adultes, c'est que les grandes questions, elles sont très simples. C'est toujours les mêmes. Et parfois, on les exprime de façon très complexe. Mais quand on les exprime de façon très complexe, elles se ramènent aussi à du simple. C'est-à-dire que, en gros, les questions métaphysiques, c'est quoi? Il y en a à peu près deux. C'est pourquoi est-ce qu'on est vivant et qu'on sera mort? Pourquoi il y a de la vie et de la mort? Et l'autre question qui correspond à peu près à celle-là, l'autre grande question métaphysique, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une question assez simple aussi. Et alors, toute la philosophie, les théologies ont mis des couches de langage sur ces questions, donc les ont complexifiées. Et là, on a un texte qui les reprend de manière dénudée, en quelque sorte. Donc, c'est en cela que... Et la question du nu est très centrale dans ce texte. Ce sont deux personnages qui sont tombés du ciel, mais ils sont tombés du ciel à une hauteur imaginable, pas inimaginable. Quand on pense à Dieu, par exemple, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est toujours à une hauteur inimaginable, puisqu'on ne le voit pas. On ne peut même pas se le représenter, etc. Là, il tombe du ciel à une hauteur imaginable, parce que le Petit Prince, il est sur sa petite planète, il va de planète en planète. Bon. Si on accepte le conte merveilleux, on arrive à se le représenter. Et l'aviateur, il tombe du ciel d'un avion. Or, nous, on arrive à voir un avion dans le ciel. Donc, il y a cette... Et c'est toute la différence avec... C'est pour ça que j'appelle ça petite transcendance, parce que c'est toute la différence avec la théologie. Mais au fond, ce sont les mêmes questions, et ce sont les mêmes enjeux. Mais ramener une simplicité qui fait qu'elle parle à tout le monde. Et c'est ce qui explique aussi voilà, ce qu'on pourrait appeler son universalité. Ja, im Kleinen Prinzen geht es um sehr komplexe Fragen, große Fragen, bedeutsame Fragen, die aber letzten Endes doch auf sehr einfache Art und Weise ausgedrückt werden. Es geht um die zwei großen metaphysischen Fragen, die da sind. Warum leben wir? Warum sterben wir? Gibt es etwas oder ist da nichts? Das sind Fragen, die natürlich immer wieder im Laufe der Geschichte unterschiedlich versprachlicht wurden, unterschiedliche Ausdrücke gefunden haben. Und in diesem Text werden sie auf eine ganz einfache Dimension gebracht. Und diese Schlichtheit, das ist was ganz Zentrales für diese Erzählung.
beide Figuren, sowohl der Petit Prince als auch der Erzähler, sind vom Himmel gefallen. Trotzdem, und das ist jetzt eben der Unterschied zu Gott, ist das ein Himmel, der irgendwie greifbar ist, der sichtbar ist. Ja? Also man sieht das Flugzeug im Himmel und das ist eben der entscheidende Unterschied zur Religion und deshalb spreche ich auch von einer Petite Transcendance, also von einer kleinen Transzendenz, nur von der sich jeder Leser, jede Leserin auch angesprochen fühlt. Mais ce livre est quand même, donc, malgré le petit enfant, c'est un livre très sérieux qui a une grande tristesse et qui aborde surtout des sujets vraiment très sérieux. Donc, on a déjà parlé, cette notion d'exil, les deux sont exilés en permanence. Le Petit Prince est pas très rigolo, il est vraiment plutôt triste dans le fond. Puis il y a plusieurs métaphores très très inquiétantes, le cobra, mais les baobabs. Si on ne s'occupe pas des baobabs, ils vont faire exploser la planète. Donc d'ailleurs, on peut se demander ce qui se passe sur la planète, sur l'astéroïde du Prince pendant qu'il est en promenade sur la Terre, soit dit en passant. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a des choses très très menaçantes en jeu, plus ou moins sur la surface, et qu'il en est question là aussi. Oui, et dans cette mesure, votre comparaison tout à l'heure avec Camus est très intéressante parce que on est donc, c'est écrit à un moment archi-dramatique de l'histoire du monde et le danger est bien là, c'est-à-dire que la guerre, le pouvoir absolu, finalement les méfaits aussi de la rationalité sont tous présents dans le texte. À travers le personnage, par exemple, du géographe qui ne vit que dans ses livres, du businessman, le personnage du monarque absolu. Donc, les baobabs comme métaphore aussi, on l'a dit, hein, c'est bien connu ça, des trois puissances de l'Axe qui mènent la guerre contre l'Europe occidentale et les États-Unis, enfin contre les autres, contre les alliés, disons. Donc on a tous ces dangers, tout ce qui menace finalement le monde de destruction. Et donc en effet, c'est un texte qui contient cette possibilité même que le monde disparaisse, soit détruit. Mais c'est un texte qui ne cède pas finalement à la destruction, qui essaye de se dire, ben voilà, on peut résister. On peut essayer de résister. Et la résistance qui est proposée, et qui n'est pas, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est que par-delà la petite morale, peut-être un peu cliché, c'est que cette résistance, elle est liée au lien, hein, au lien que l'on peut continuer à créer, à l'accueil. Donc, on est quand même dans un monde nihiliste. On est dans un désert, il n'y a rien, il n'y a pratiquement pas de personnages, il n'y a pas d'animaux. Et donc, il va falloir créer des liens avec les rares personnages, les rares plantes, les rares animaux. Il va falloir reconstituer des liens à partir de presque rien. Et donc, c'est quand même une leçon assez extraordinaire contre le nihilisme, contre la destruction. C'est ça la morale, on va dire, du Petit Prince. Et j'ajouterai quelque chose après, mais après ça va faire trop. Je vais ajouter quelque chose. Ja, der kleine Prinz, dieser Text ist ein Kind seiner Zeit. Er ist zu einer Zeit entstanden, als Krieg herrschte, eine Zeit der totalen Zerstörung, einer Zeit, in der die Kehrseiten der Vernunft sichtbar werden. Das wird ja auch im Kleinen Prinzen erzählt. Wir haben Figuren, die diese negativen Seiten der Vernunft verkörpern, den Geografen, den Geschäftsmann, den König. Und dann sind da natürlich auch die Affenbrotbäume, also eine sehr ausdrucksstarke Metapher für die Bedrohung, die Gefahr, die von den Achsenmächten ausgehen.
Es wird eine Welt gezeichnet, die dem Untergang geweiht ist, und trotzdem gibt sich der Text nicht dieser Zerstörung hin, sondern es geht darum, Widerstand zu leisten. Und wie leistet man Widerstand? Indem man versucht, Bindungen zu knüpfen. Selbst in diesem feindlichen Umfeld, in dieser Wüste, in dieser nihilistischen Welt, in der sich die Figuren befinden, genau da geht es darum, Bindungen zu knüpfen zwischen den wenigen Tieren, den wenigen Menschen, die da sind. Und genau das ist die Lehre, die Moral dieses Texts. Donc c'est une morale, j'ajouterais, qui peut paraître un tout petit peu naïve, hein, c'est-à-dire la morale de la responsabilité qu'on a à l'égard d'autrui. Mais ce qui fait, je trouve, son intérêt, c'est que c'est une morale fragile et qui insiste sur l'extrême fragilité des liens. Et ces liens, ils sont toujours menacés de se rompre. Il y a une très grande vulnérabilité des liens. Et aujourd'hui, moi, je le lirais davantage comme un texte sur la vulnérabilité, sur la fragilité des êtres et des liens, que sur les liens eux-mêmes. C'est moins un texte sur l'amitié, au fond, ou sur l'amour, que sur leur vulnérabilité, et la vulnérabilité de tous les sentiments. Parce que si on y réfléchit bien, tout le monde perd tout le monde dans ce texte. Hein. Le petit prince perd sa rose, la rose perd le petit prince perd le renard, et l'aviateur perd le petit prince. Et c'est autant un texte sur la perte que sur les liens. Et je pense qu'on ne peut pas penser les liens sans la perte des liens et inversement. C'est ça, je dirais, la richesse du texte. Ja, man könnte jetzt diese Moral des Textes für naiv halten, aber ich denke das eigentlich nicht. Es ist wirklich ein Text, in dem ja das Thema Verantwortung im Vordergrund steht, Verantwortung für den anderen, und diese Moral, die hier gezeichnet wird, die ist letzten Endes sehr zerbrechlich auch. Der Text zeigt uns auf, wie sehr doch die menschlichen Bindungen bedroht sind. Für mich ist dieser Text ganz klar ein Text über das Thema Vulnerabilität, denn letzten Endes verliert hier jeder jeden, ja, sowohl Rose, Fuchs, der kleine Prinz, Erzähler, alle machen diese Verlusterfahrungen. Das heißt, Bindungen, die zwischenmenschlichen Bindungen sind ohne den Verlust gar nicht vorstellbar. Tout cela fait de ce texte un texte très très personnel où on devine bien sûr derrière l'aviateur, le narrateur, l'auteur aviateur lui-même, mais donc là, je suis obligée de penser un petit peu à la figure d'Antoine de Saint-Exupéry qui a eu un rôle très qui n'a pas suivi l'armée française en Angleterre, enfin qui n'a pas rejoint le général de Gaulle, il s'est rendu aux États-Unis, il a accepté des missions, il a justement noué des liens avec les endroits, enfin, en mission pour l'aérospatiale, avec les personnes dans les lieux où il était envoyé. Justement, c'était son métier de créer ces liens. Et il était une figure extrêmement reconnue et très importante dans tout ce qui se passait pendant la guerre. De notre perspective actuelle, peut-être on oublie que tout ne tournait pas autour du général de Gaulle à l'époque et que beaucoup d'autres acteurs étaient en jeu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus conscience de la complexité de son attitude. Il était d'aucun des deux côtés, on va dire. Il était ni vichiste ni gaulliste. Donc, ça faisait de lui un personnage ambigu. Alors qu'on voit très bien, et le texte peut se lire aussi comme ça, que aller aux États-Unis, c'était pas simplement fuir l'Europe en guerre, hein, c'était encourager les États-Unis à rentrer en guerre.
Et beaucoup d'écrivains ont été poussés par les Américains, par les éditeurs, etc., à écrire des textes pour encourager l'opinion publique à accepter la guerre. Parce que vous savez que l'opinion des USA, l'opinion des États-Unis était très hostile au départ à la guerre. Et par exemple, on a traduit récemment en français, peut-être aussi en allemand, un texte de Steinbeck, qui est un vrai roman, enfin Steinbeck qui était extrêmement célèbre aux États-Unis à cette époque-là, et qui a écrit un texte sur des aviateurs, alors que c'était pas du tout son rayon au départ. Il a écrit un texte exaltant l'aviation de l'armée américaine pour participer à l'effort de guerre. Et convier Saint-Exupéry à écrire Le Petit Prince, c'était aussi de la part de l'éditeur d'encourager l'effort de guerre des États-Unis. Donc c'est intéressant, finalement, le texte a eu un bien autre effet après la guerre, mais c'est un texte qui a son rôle aussi à ce moment-là dans le contexte de la guerre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que ce texte avait été aussi un petit peu pensé comme un antidote à Mein Kampf. Un texte destiné à avoir une dimension très très forte qui atteindrait les personnes d'une manière radicale et puissante. Alors, c'était pas l'idée de Saint-Exupéry, mais il est vrai, je l'ai lu aussi, que quelqu'un a dit ça. Mais je ne sais plus qui d'ailleurs. Je crois que c'est dans la notice Wikipédia. J'ai oublié qui c'était. Il y a quelqu'un qui aurait dit ça. Ja, wir haben über den Kriegskontext, wurde ja schon gesprochen. Die politische Position von Saint-Exupéry, die lässt sich nicht so ganz einordnen. Er war jetzt weder für die Vichisten noch für die Gaullisten, also so ein bisschen ambivalent. Jedenfalls, also er war ja in den USA im Exil, aber es ging ihm eben nicht nur darum, vor dem Krieg zu fliehen, sondern es ging ihm auch darum, die öffentliche Meinung in den USA für den Kriegseintritt der USA davon zu überzeugen. Und das war übrigens auch das Anliegen vieler anderer Schriftsteller der damaligen Zeit. Diese Schriftsteller wurden auch eben von ihren Verlegern explizit darum gebeten, mit dieser Absicht Werke zu schreiben. Ein Beispiel wäre Steinbeck, der auch einen sehr wichtigen Text geschrieben hat über einen Piloten der amerikanischen Armee in genau dieser Absicht. Und letztendlich ist es bei Saint-Exupéry auch so, aber es war nicht die Absicht von Saint-Exupéry selbst, sondern der Text wurde später so gelesen und jemand, wir wissen gerade nicht, wer es war, hat tatsächlich auch so hat den kleinen Prinzen wirklich als eine Art Gegenerzählung zu Mein Kampf bezeichnet. Et donc le livre est paru d'abord aux États-Unis en 1943, il est paru qu'ensuite en France, et là ça a été un succès immédiat, énorme, qui ne s'est pas démenti depuis. Donc on arrive vraiment au fait que ce livre est le livre le plus vendu au monde, j'ai pas dit lu, le plus vendu au monde après la Bible, le Coran, et il a un tel degré de notoriété, ça c'est de fou quand on préparait cet entretien. Je trouve ça très percutant, c'est un peu comme la Joconde, tout le monde le connaît, même peut-être que des fois on le connaît tellement qu'on ne peut plus le voir. C'est très particulier, c'est un héritage un petit peu lourd. Et donc c'est bien ça, ce livre, comment ça se fait qu'il a connu une telle notoriété à un point aussi vite? C'est toujours difficile à expliquer un succès planétaire comme ça. C'est pareil, la Joconde, on pourra écrire encore pendant des siècles pour essayer de comprendre pourquoi ce tableau-là. Le Petit Prince, on peut donner des éléments d'explication. Les plus évidents, c'est des éléments de simplicité formelle, c'est-à-dire que c'est un texte qui est très peu situé, qui a précisément ce point de vue intermédiaire où il peut être de partout. Il n'est pas localisé
dans un seul lieu, que ce soit la France, les États-Unis, le Sahara. C'est un lieu qui peut être occupé par tout le monde. Et la place précisément où se tiennent les personnages peut être occupée absolument par tout le monde. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, dans sa partie contes merveilleux, il reprend les schémas des contes immémoriaux. Le parcours initiatique, le retour chez soi, toutes les grandes structures des mythes et des contes. Donc là aussi, c'est un élément qui explique le succès. Après, vous disiez qu'il n'était pas forcément qui était le plus vendu, pas forcément le plus lu. Non, moi je dirais qu'il est sans doute le plus lu. Parce qu'on dit après la Bible et le Coran, en fait la Bible et le Coran, il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui ne le lisent pas, ou qui le lisent à peine, ou qui le lisent un peu, qui connaissent quelques passages. Mais lire un texte en entier, non, le Coran, la Bible, peu de gens l'ont lu en entier. Alors que Le Petit Prince, c'est quand même très bref. Soit on vous l'a lu, soit vous l'avez écouté, soit vous l'avez lu. Mais je pense que c'est un des textes les plus lus. D'ailleurs, dans les palmarès des textes les plus lus, aujourd'hui, alors, à partir du nombre d'exemplaires vendus dans le monde, c'est Le Petit Prince. Et ensuite, à votre avis, c'est quoi? Pinocchio. 3, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, à chaque fois, ce sont des récits d'enfants assez compliqués, parce que ce ne sont pas des enfants simples, ni Le Petit Prince, ni Pinocchio, ni Alice. Ce n'est pas Le Petit Chaperon Rouge, c'est un peu plus complexe. Et voilà, c'est les 3 les plus. Après, je dirais il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas. Je vais coller. Ja, wieso hat der kleine Prinz einen so großen Erfolg? Man kann das ja so ein bisschen mit Mona Lisa vergleichen, da weiß man eigentlich auch nicht so genau, wieso es gerade die Mona Lisa ist. Man kann aber doch verschiedene Erklärungen zumindest heranziehen. Einmal geht es natürlich um die besondere Form dieser Erzählung. Sie ist letzten Endes, kann sich diese Geschichte überall abspielen. Sie ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden und deshalb kann sich irgendwie jeder auch damit identifizieren. Dann, was die Form betrifft, es ist natürlich von seinem Aufbau gleicht es einem klassischen Märchen. Wir haben das Motiv der Reise, das Motiv der Rückkehr. Auch das hat zum Erfolg sicherlich beigetragen. Und es ist tatsächlich das am meisten gelesene Buch nach der Bibel und nach dem Koran. Aber wobei, da muss man auch eben dazu sagen, Bibel und Koran, die religiösen Texte werden ja nicht von A bis Z gelesen, die nimmt man zur Hand. Anders ist es beim Kleinen Prinzen ein sehr kurzer Text, der dadurch auch sehr zugänglich ist. Und eben was die am meistgelesenen Bücher betrifft, da haben wir auf der Rangliste sozusagen ganz oben den Kleinen Prinzen, gefolgt von Pinocchio und gefolgt auf Platz 3 von Alice im Wunderland. Bei allen 3 Texten handelt es sich um Erzählungen für Kinder, die aber durchaus sehr komplex sind. Oui, juste pour cette complexité, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la part aussi de chagrin, de réflexion sur la mort qui est dans ces textes et qui n'est pas occultée par un happy end. C'est la fin, je le disais tout à l'heure, c'est une fin ouverte, mais c'est une fin qui comporte aussi le perdu. Voilà, et je pense que moi, je m'explique comme ça le succès du Petit Prince en 1946. On est dans une époque où il y a eu 20 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, c'est 20 millions de morts. Et c'est un texte qui parle aussi, avec cette question des étoiles, qui parle aussi des morts, qui parle aussi des engloutis. Et donc, qui était particulièrement bien adapté à son temps. Donc, moi, je trouve très intéressant qu'on peut expliquer le succès par le mythe, le fait qu'on a des mythes universels qui parlent à tout le monde. Mais on peut aussi expliquer le succès par la ponctualité historique du texte.
Ja, wir haben von der Komplexität des Textes gesprochen. Diese Komplexität hängt sicherlich auch mit den Themen zusammen. Es geht um Tod, um Trauer. Das Ende, es ist kein Happy End. Ich hatte schon gesagt, es ist ein offenes Ende, in dem auch wieder geht es letzten Endes auch wieder um eine Verlusterfahrung. Und wenn wir bedenken, 1946, als die französische Fassung publiziert wurde, der Zweite Weltkrieg war vorbei und hat 20 Millionen Tote verursacht. Und letzten Endes geht es in dem Text auch genau darum. Es geht auch um diese vielen Toten, die der Krieg verursacht hat. Das heißt, der Erfolg beruht einerseits auf dieser Mythenform, aber ich denke, andererseits eben auch darauf, dass der Petit Prince einfach ein Kind seiner Zeit ist. So, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Wir würden vielleicht gern die Diskussion eröffnen und laden Sie sehr gern. Oui, la traduction. Oui, bevor wir die Diskussion eröffnen. Oui, donc. Je crois qu'on compte plus de 500, 550 environ traductions du Petit Prince et dans certaines langues, il a été traduit, donc ça c'est le nombre de langues dans le Petit Prince est traduit, mais dans certaines langues, c'est plusieurs centaines de traductions. En chinois, il y a plus de 400 traductions du Petit Prince. Donc je pense que ça souligne, ça prouve un petit peu, ça démontre encore si en besoin était le côté universel, le fait que le Petit Prince est vraiment capable de s'adresser à tous dans chaque culture, donc avec tous ces éléments qui font qu'il est suffisamment décontextualisé pour être accessible, le fait qu'il aborde des sujets qui sont immédiatement, qui appellent immédiatement. Est-ce qu'il existe encore d'autres raisons? Et c'est vraiment très très curieux, enfin, ce nombre de traductions. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la circulation du texte aussi à travers le monde, hein, qui représente aussi un mythe à soi tout seul. C'est le texte qui comporte en effet le plus de traductions dans le plus de langues étrangères. Donc ça devient une sorte de phénomène en soi, puisque donc il est traduit dans des langues dont on veut garder la trace, hein, dont les locuteurs sont en train de disparaître, et c'est toujours ce texte-là qui est traduit. Donc il a aussi ce rôle de maintenir du lien entre les langues, en fait de circuler comme ça d'espace en espace, qui est tout à fait extraordinaire. Je cherchais hier, en préparant cette soirée, je voulais savoir combien de fois il avait été traduit en allemand. J'ai trouvé donc 32 fois et je suis tombée sur un site extraordinaire qui recense, pas forcément exhaustivement, mais les traductions dans les différentes langues. Et donc j'ai vu qu'en allemand, non seulement il était traduit en allemand, mais il est traduit dans tous les Plattdeutsch de toutes les régions de Platt. Donc il y a au moins 10 traductions dans toutes les langues dialectales, etc., de chaque région d'Allemagne. Donc c'est beaucoup plus que 32 en fait. Rien que pour l'espace autour de nous, il doit y avoir 12 traductions. Si on prend un espace de 50 km. Pareil, j'ai regardé pour en France l'occitan. Donc il y a des occitans de chaque petit village pratiquement. Et donc toutes les variantes linguistiques du monde, en quelque sorte, prennent le Petit Prince comme un témoignage de leurs petites différences. Donc ça, c'est très extraordinaire. Un texte qui parle à tout le monde, un texte qui parle toutes les langues. Alors, il y a des langues, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de traductions. Par exemple, en turc, je me dis c'est intéressant aussi par rapport à cet espace allemand, il y a plus de 200 traductions. Vous vous rendez compte? Plus de 200 traductions. Mais il y a aussi plusieurs traductions dans les deux Kurdes qui existent, hein, Sorani, Kurmanji. Donc c'est incroyable. Alors moi je me suis demandé pourquoi en turc, alors qu'en russe, donc sans doute le texte ne devait pas tellement plaire au régime stalinien, parce qu'en russe il n'y a que 14 traductions. Et pourquoi 200 en turc?
Alors, il y a un personnage de Turc dans le texte, je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a un Turc. Enfin, est-ce que ça suffit? Donc, tout ça est très extraordinaire et très mystérieux. Et j'ai dit une fois, et c'est aussi la raison pour laquelle je crois vous m'avez invité ici, c'était qu'aujourd'hui, c'est presque plus intéressant de le lire en langue étrangère qu'en français. Parce qu'en français, c'est le seul endroit où il ne peut pas être traduit. Et il faut bien reconnaître qu'un certain nombre d'éléments sont démodés dans la langue. On a quand même une langue qui porte non seulement la trace du français de 1940, mais qui porte la trace du rapport à la langue enfantine. Et ça se démode très vite. Parce que les rapports entre les adultes et les enfants, ils ont changé en 80 ans. Or, dans le texte français, ces rapports n'ont pas changé. Donc, par exemple, vous avez toujours l'expression, pour parler des adultes, les grandes personnes. Or, aujourd'hui, dans une traduction allemande de 2015, celle que vous avez entendue, c'est die Erwachsene. Excusez ma prononciation. Alors que vous me disiez que dans une version antérieure, on disait die große Leute. Et donc, on a la possibilité, comme ça, quand on retraduit, de s'adapter aussi, d'actualiser à la langue d'aujourd'hui et que ça reste un texte qui nous parle complètement. Et j'ai essayé de réfléchir à ça parce que souvent, en France, il est de bon ton de critiquer Le Petit Prince. C'est un texte gnangnan, naïf, etc. Et il est beaucoup plus apprécié à l'étranger. Et en fait, il est beaucoup plus apprécié parce qu'il est constamment retraduit, donc constamment approprié par les nouvelles générations, par les nouvelles époques, par les nouvelles langues. J'ai vérifié un autre détail, parce qu'en relisant Le Petit Prince, j'ai vu qu'à un moment, il était question, au chapitre 16, de roi nègre. Eh bien, dans une traduction récente allemande, il est question afrikanische. Donc, vous voyez, toutes ces petites différences, il faudrait comparer avec les traductions allemandes antérieures, c'est très intéressant à faire, et toutes ces petites différences font que le texte, il vit davantage dans cette circulation incroyable des traductions et des retraductions que dans sa langue originale. Ja, ein Mythos ist es ja allein schon, wie sich dieser Text verbreitet hat. Es ist nicht nur der meist gelesene Text, sondern es ist auch der meist übersetzte Text der Welt. Es ist ein Text, der dazu beigetragen hat, dass kleinere Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind oder bedroht waren, durch diesen Text gerettet wurden konnten, dass mündliche Sprachen verschriftlicht werden konnten. Allein was jetzt das Beispiel Deutsch betrifft, wir haben 32 deutsche Übersetzungen und in dieser Zahl noch nicht mal mit eingerechnet sind die Dialekte, in denen auch auch Übersetzungen entstanden sind. Es gibt allein 10 unterschiedliche Plattdeutsch-Versionen. In Frankreich haben wir ein ähnliches Phänomen für das Okzitanische. Im Türkischen haben wir sogar auch über 200 Übersetzungen. Da kann man sich fragen, woher kommt das? Gut, es gibt eine türkische Figur im Text. Auf Russisch sind hingegen nur 14 unterschiedliche Versionen entstanden. Wir haben also in den anderen Sprachen ein sehr viel größeres Interesse für den kleinen Prinzen, als das in Frankreich selbst der Fall ist. Da gibt es diese eine Originalversion, die ist jetzt klar aus der Zeit gekommen. Das ist das Französisch der 1940er Jahre und es ist auch ein Französisch, in dem das Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern sprachlich auch anders realisiert wird, als das heute der Fall ist. Ein Beispiel, in der Originalfassung ist von den Grandes Personnes die Rede, das wurde im Deutschen übersetzt mit große Leute, aber eben genau diese Übersetzung wurde aktualisiert, jetzt hier in der Fassung von 2015, da spricht man nicht mehr von den großen Leuten, sondern da sind es schlichtweg einfach die Erwachsenen. Das heißt, jede Übersetzung dient auch dazu, den Text zu aktualisieren. Diese Aktualisierung hat
in Frankreich auf Französisch nicht stattgefunden. Und das ist sicherlich auch der Grund dafür, weshalb in Frankreich der Text doch auch immer wieder einer relativ großen, teilweise Kritik unterworfen ist. Ein anderes interessantes Beispiel, was die deutsche Übersetzung anbelangt, in Kapitel 16 ist im Originaltext von den Roi Nègres die Rede. Und dieses Roi Nègre ist jetzt hier in der deutschen Übersetzung, heißt es, ist die Rede von den afrikanischen Königen. Genau. Cette fois-ci, wir würden jetzt gerne wirklich die Diskussion eröffnen und hören, was Sie vielleicht noch an Fragen haben und Bemerkungen. Ich kann auch mit dem Mikro umgehen. Ich will Sie nicht erschrecken, im Gegenteil. Comme ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications et interprétations. Pour moi, personnellement, ce qui était très intéressant, comme vous l'avez mis dans son temps de son origine, donc, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, il y a un aspect, pour moi personnellement, c'est quand même le côté humain qui est posé par ce texte. C'est justement ce côté humain qui manque profondément pendant toutes les périodes de guerre, en Deuxième Guerre mondiale évidemment spécialement aussi. Et vos explications m'ont fait penser à une autre œuvre, une œuvre cinématographique, et je me suis demandé, est-ce que Saint-Exupéry, il a connu Charlie Chaplin aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez le film le Grand Dictateur, ça s'appelle Le Grosse Dictateur en allemand, où à la fin, évidemment il y a la caricature de Hitler de façon merveilleuse, vraiment. On est mort de rire quand on regarde ce film, mais à la fin, il y a un tel message de l'humanité qui est exactement, totalement le contraire de Hitler et de cette guerre. Donc, je vois des relations là entre l'œuvre de Chaplin et celui du Petit Prince. Oui, alors vous avez tout à fait raison, hein, et d'ailleurs ça a été un petit peu étudié, parce que, alors je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais en tout cas il est certain qu'il a vu le film, et qu'il y a même eu une analyse. Vous vous souvenez, dans Le Dictateur, vous avez une scène où Hitler joue avec un ballon qui représente la Terre. Or, si vous regardez les illustrations du Petit Prince, hein, vous avez comme ça les petites planètes qui ont toute la forme d'un ballon de cette taille. Et donc, on n'a pas seulement la leçon humaniste de la fin du film, mais aussi la reprise de cette image qui est inversée du coup. Qui est inversée parce que voilà, elle est réoccupée. Ça n'est plus non plus le dictateur qui joue avec cette balle, mais elle est réoccupée par des personnes qui en détruisent finalement les mauvaises graines, hein. C'est toute la fable, la parabole des baobabs. Donc ce lien est très très juste. Et il a été fait par quelqu'un, dans mon souvenir, un chercheur, mais, qui approfondit un peu plus les liens tels que je suis en train de vous les dire, mais que vous avez tout à fait bien vu vous-même. Ils se sont produits aux États-Unis? C'est ça que je ne sais pas. Je peux pas vous le dire. Je pense pas. En revanche, il a certainement vu le film. Mais je ne sais pas s'ils se sont connus. On devrait pouvoir le savoir. On devrait pouvoir le vérifier. Ja, es geht um die Verbindungen zwischen Charlie Chaplin und Saint-Exupéry. Hat Saint-Exupéry in den USA Chaplin getroffen? Diese Frage können wir gerade nicht beantworten, aber es ist auf jeden Fall sicher, er hat natürlich den Film gekannt, den berühmten Film Der große Diktator, und da gibt es ja auch eine Szene, in der der Diktator am Schluss mit einem Ball spielt, und dieses Bild des Balls, das greift auch Saint-Exupéry in seinem Text auf.
allerdings in umgekehrter Form, also ja, wird diese Metapher oder dieses Bild wird umgekehrt, und zwar in der Form von den Planeten. Die Planeten, die durchaus diesen Ball ähneln, aber es wird hier eben nicht mit einem Ball gespielt, sondern die Planeten, das sind ja diejenigen, die bedroht sind. Das ist also, da geht es um eine Art von Bedrohung, wie sie ja auch in der Erzählung durch den Affenbrotbaum zum Ausdruck kommen. Und es gibt auch eine Untersuchung oder eine Studie darüber, zu den Verbindungen zwischen Saint-Exupéry und Charlie Chaplin. Das gibt es also durchaus, ja. Also da scheint auf jeden Fall etwas dran zu sein. Et je voulais aussi ajouter, oui, il y a un message humaniste, et qui est très appuyé aussi dans les autres livres de Saint-Exupéry. Qui pourrait aussi contribuer à son caractère peut-être un petit peu démodé, mais qui est contrebalancé, ce caractère un peu démodé, par la question justement de la vulnérabilité que j'évoquais tout à l'heure et du soin, qui est, je trouve, très actuelle aujourd'hui sur cette question de faire attention à la planète. Et c'est aussi le message de l'exposition qui est là. Mais voilà, on pourrait considérer le renard comme une sorte, comme chez La Fontaine, c'est-à-dire un humain déguisé en animal. Mais dans Le Petit Prince, on peut aussi considérer le renard comme un vrai renard. Et on peut aussi considérer la rose comme une vraie rose. Ce ne sont pas simplement des allégories de l'humain. Et donc il y a cette question de la fragilité du lien avec les autres créatures qui aujourd'hui donne une forte actualité au texte, même plus que ce simple message. Enfin, ce message humaniste, un message humaniste mais étendu à l'ensemble de la planète, donc qui certes est très petite ici, mais plus compliquée quand elle est très grande, mais qui me paraît pertinent pour s'adresser à des jeunes enfants aujourd'hui. Et aussi, avec cette chose sur laquelle j'insiste, parce que je trouve que voilà, l'importance des liens, mais le fait qu'ils sont très fragiles et qu'on doit en prendre soin. Donc cette question de la vulnérabilité, mais aussi de ce qu'on appelle le care, me semble aussi au cœur de ce texte, en plus du message humaniste qui est évident. Der Text enthält eine klare humanistische Botschaft, das ist auch in den anderen Büchern von Saint-Exupéry der Fall. Es ist aber auch eine Botschaft, die auf den gesamten Planeten sozusagen ausgeweitet werden kann. Es geht also auch wirklich darum, die Botschaft ist, man soll auf diesem Planet Acht geben, und so sind die Tiere, die dargestellt werden, das sind also nicht nur allegorisch zu verstehen, sondern der Fuchs ist ein Fuchs, die Rose ist auch wirklich eine Rose. Das große Thema sind also die Bindungen zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Tier, und diese Bindungen sind sehr fragil und deshalb eben gilt es, auf sie zu achten und darauf aufzupassen. Je peux parler comme ça. Okay. J'ai envie d'appuyer sur ce que je venais de dire, mais par un autre aspect, c'est aussi le rapport, la béno, le lien avec soi-même. Saint-Exupéry, il me semble, fait une sorte de mise en garde aussi ce qui peut se passer si on n'entre pas en lien avec les autres, donc aussi en lien par rapport à soi-même, avec le soulard qui ne fait que boire et le roi narcissique qui en fait n'est pas capable de percevoir autre chose que lui-même. Ou j'avais un autre exemple, mais c'est pas toutes les planètes sont pas axées là-dessus, mais il y a beaucoup aussi un exemple de regarder ce qui peut se passer si vous n'entrez pas en lien avec les autres, si vous ne vous ouvrez pas au lien, à l'amour, on peut dire aussi. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il énumère aussi dans les chapitres intermédiaires et dans les planètes intermédiaires, finalement tous les faux liens. Et c'est là qu'il y a quand même une critique des pouvoirs, du capitalisme, des fausses rationalités, de toutes les aliénations en fait qu'on a mis en place et qui oublient les vrais liens et en particulier le lien avec soi-même. Vous avez tout à fait raison.
Alors c'est dit très brièvement, de manière presque un petit peu esquissée, on pourrait dire presque caricaturale. Mais au fond, si on y réfléchit, c'est quand même très intéressant parce que c'est une critique de tout ce qui a amené aussi la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. La technique, l'adhésion aveugle au pouvoir, la vanité, il y a tout est un peu comme ça, énuméré. Et effectivement, il y a des gens qui disent oui, c'est caricatural. Oui, mais c'est quand même, ça défend finalement quand même une vraie valeur. On ne va pas dire le contraire. On peut prendre beaucoup plus de gants et de concepts pour critiquer, par exemple, un certain capitalisme injuste. Mais là, il le fait de manière très efficace en quelques pages. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en effet, pour pouvoir avoir un lien avec autrui, il faut d'abord trouver son lien à soi-même. Et d'ailleurs, la solitude est quand même beaucoup plus prégnante dans ce texte que les liens. La solitude est centrale. Et c'est pas seulement une solitude malheureuse, c'est aussi une solitude dans laquelle quelque chose se passe. C'est comme les larmes aussi. On pleure beaucoup dans ce texte. C'est pas que des larmes de tristesse, c'est aussi des larmes qui produisent quelque chose. Pardon. Ja, es ging die Frage, wenn es darum geht, mit anderen Bindungen zu knüpfen, wie sieht es aus mit dem Verhältnis zu uns selbst? Das ist sicherlich auch, schwingt implizit im Text mit. Auch die Frage natürlich, die sehr präsent ist nach den falschen Bindungen. Ja? Also die Figuren, die auftauchen, werden kritisiert. Sie werden kritisiert für ihre Machtsucht, für das Streben nach Ruhm. Der Text beinhaltet auch eine klare Kritik am Kapitalismus, am Fortschritt, an der Technik, an den sozialen Ungerechtigkeiten. Und das alles wird auf sehr knappe und präzise Weise dargestellt und ist dadurch natürlich auch sehr effizient. Ein großes Thema im Text ist auch die Einsamkeit, aber es ist eine Einsamkeit, die nicht nur eine traurige Seite hat, sondern die auch produktiv wird, die auch etwas schaffen kann. Und genauso ist es auch mit den Tränen. Auch sie können etwas hervorbringen. Je voudrais pour que vous me voyez caché derrière les autres. J'ai beaucoup apprécié votre manière d'ancrer le texte dans un contexte politique, historique. Ça, je n'avais pas pu ça lorsque je l'ai lu dans ma jeunesse. Je n'aurais pas lu le texte comme ça. Mais j'ai une autre question qui porte sur l'ancrage de ce texte dans l'œuvre de Saint-Exupéry lui-même. Puisque vous avez parlé d'une critique de la modernité, d'une critique de la civilisation technologique, le fait de tomber comme ça du ciel, dans sa vision d'une transgression technologique. Et je me demande, n'est-ce pas aussi d'une certaine manière donc une forme d'autocritique de sa propre œuvre, puisque dans l'entre-deux-guerres, il y avait quand même pas mal de romans qu'il avait publiés, notamment mettant en avant cette dimension transgressive de la modernité, de la technologie, les espaces de liberté qu'ils ouvrent. Et comment, comme je ne connais pas trop bien cette œuvre, comment donc situer ce texte? Est-ce une forme d'autocritique? Est-ce qu'il y a un développement de sa téléologique vers une autre manière d'écrire, vers la fin de sa vie, etc. Ça m'intéresserait que vous le développiez un peu. Alors, est-ce que vous voulez traduire la question? Non. C'est une question passionnante et la réponse ne pourra pas être une réponse ferme, affirmée, une certitude. Mais dans les années 30, à partir de 29-30, Saint-Exupéry produit des textes qui ont énormément de succès et qui sont des textes d'exaltation de l'aviation. L'aventure aéronautique, c'est l'aventure par excellence. Ce sont des textes qui disent leur admiration pour cette technique, pour la manière dont elle relie les humains,
en particulier l'aéropostale. C'est l'aventure de l'aéropostale. Le courrier. Courrier Sud. Parce qu'il faut se rappeler que Saint-Exupéry, au départ, est un pilote civil. Ça n'est pas un pilote de guerre. Ça n'est pas un pilote militaire. C'est un pilote civil. Et là, tous ces textes sont une ode presque viriliste à la technique. Quelque chose change à partir de la guerre et où il devient pilote de guerre. C'est-à-dire qu'il quitte l'aviation civile pour rentrer dans l'aviation guerrière. Et là, il produit d'abord un texte qui est quand même plutôt encore assez roman d'aventure, exaltant la technique, etc., qui est pilote de guerre. Mais il commence à y avoir des doutes sur qu'est-ce qu'est capable de faire cette technique. Donc on peut tout à fait lire aussi, même s'il y a encore ce point de vue de l'aviateur, etc., celui de l'effondrement aussi d'un mythe auquel on a cru. Cet avion tombé, etc. Et pour aller plus loin, parce qu'à mon avis, votre hypothèse est très juste, au moment où il écrit, il est en exil, il écrit ça, Saint-Exupéry, il a exactement 43 ans. Et l'armée française ne veut plus de lui. Et il en souffre terriblement. Parce qu'on l'estime trop vieux pour continuer à piloter des avions de guerre. Et il va mourir parce qu'il va transgresser l'interdit. C'est-à-dire que comme on l'interdit de piloter en France, il va aller au Maroc, où là, on va plus l'autoriser parce qu'ils ont besoin de gens, etc. C'est comme ça qu'il va aussi mourir. Donc moi, je pense que c'est très juste ce que vous dites. Et on le sent déjà dans le texte, mais il y a des résonances biographiques qui me paraissent très, très justes. Ja, die Frage bezog sich auf den Aspekt der Selbstkritik. Inwiefern birgt diese Erzählung vom Kleinen Prinzen nicht auch eine gewisse Selbstkritik? Und ja, das kann man wirklich so sehen. In den 30er Jahren hat Saint-Exupéry ja bereits einige Texte geschrieben. Das sind Bücher, die verherrlichen den Beruf des Piloten. Da ist also eine sehr große Technikbegeisterung zu spüren, Begeisterung für die Luftpost. Also wirklich, das sind Oden an die Technik. Allerdings muss man bedenken, zu dieser Zeit war Saint-Exupéry ziviler Pilot, er war kein Kriegspilot. Und eben das wird sich ändern. Er wird dann später Kriegspilot und zu dieser Zeit kommen dann auch tatsächlich entstehen erste Zweifel in ihm. Technik führt auch zur Zerstörung und immerhin kommt es ja auch im Kleinen Prinzen zu einem Flugzeugabsturz. Und was man auch bedenken muss in der Biografie von Saint-Exupéry, er ist 43 Jahre, als der Kleine Prinz entsteht. Zu dieser Zeit war er zu alt für die französische Luftwaffe und dieses Verbot sozusagen ist er umgangen, indem er dann in Marokko geflogen ist. Aber eben das ist auch, so ist er ja auch zu Tode gekommen in einem Flugzeugunfall. Et du coup, on ne peut pas savoir ce que Saint-Exupéry aurait écrit après, puisqu'il est mort dans un accident d'avion, cette fois bel et bien, réellement. Ich habe eine Frage, aber ich muss das mal auf Deutsch stellen. Ich habe das Buch mit einer 4. Klasse gelesen. Die Kinder sind ungefähr 9 oder 10 bis 10 Jahre alt. Für die Kinder, ab welchem Alter würden Sie das denn empfehlen? Weil die Komplexität dieses Buches verstehen die Kinder ja nicht unbedingt so. Ist es für die Kinder eher ein Buch, eine Reise so ins Abenteuerland? Et voilà, je voudrais savoir à partir de quel âge est-ce que vous recommandez la lecture de ce livre, parce que c'est quand même il s'agit d'un livre qui est très complexe. Donc, y a-t-il une recommandation de votre part?
Est-ce que vous avez eu l'impression que les enfants de 10 ans, s'ils étaient trop jeunes ou... Je crois qu'ils sont trop jeunes. Je ne suis pas sûre qu'ils sont... Parce que quand ils sont plus grands, ça c'est peut-être justement un problème du livre, c'est que quand ils sont plus grands, ils ont l'impression qu'ils sont trop grands, que c'est trop petit. Donc c'est peut-être aussi parce que évidemment les enfants ont changé, mais 12 ans ça me semblerait trop âgé. Je pense qu'il faut essayer de le faire comprendre à des enfants entre 8 et 10 ans, qui sont quand même ouverts à cette espèce de passage de monde. Et puis après, le relire adulte. Mais je pense que c'est pas du tout un livre pour adolescents. Also meine Empfehlung wäre, es im Alter zwischen 8 und 10 zu lesen. Das scheint mir der ideale Zeitpunkt zu sein, weil später sind sie dann zu groß, dann möchten sie es auch nicht mehr lesen. Wenn sie 12 sind, interessieren sich auch nicht mehr dafür. Aber 8 bis 10, das scheint mir das ideale Alter zu sein, auch gerade, dass die Kinder auch diesen Wechsel verstehen können, diesen Wechsel von der Welt, der Realität, des Abenteuers hin zu Märchen. Je vous remercie. Herzlichen Dank. Tiffaine Samayo, vielen Dank. Merci. Melanie, vielen Dank für die Übersetzung. Das ist echt eine Meisterleistung. Danke sehr. Und auch Dankeschön an das Team vom Centre, an Carla und Clara für die Organisation, Hanna für die Technik. Merci. Und danke für das Dabeisein und schönen Abend noch. Dankeschön. Pêcheur des côtes de Cassis, aurait retrouvé la gourmette de cette qui est quand même assez extraordinaire. Oui, donc ce qui voudrait dire que l'épave de l'avion, enfin on peut localiser à peu près l'épave de l'avion. Voilà. Donc il était plus ou moins revenu. Absolument. Absolument.